Le magicien d'Oz, chapitre 14, les singes zélés. Vous souvenez-vous qu'il n'existait pas de route, pas même de sentier, entre le château de la méchante sorcière et la cité d'Émeraude? Quand les 4 voyageurs étaient partis à la recherche de la sorcière, c'est elle qui les avait vus venir, et elle avait envoyé les singes zélés pour les amener jusqu'à elle. Le retour s'annonçait donc plus difficile que l'aller. Il fallait se frayer un chemin à travers les grands champs de boutons d'or et de marguerites. Certes, ils savaient qu'ils devaient aller droit vers l'est, vers le soleil levant, et ils prirent d'abord la bonne direction. Mais à midi, quand le soleil brilla au-dessus de leur tête, ne sachant plus où était l'est ou l'ouest, ils se perdirent au milieu des grands prés. Néanmoins, ils poursuivirent leur marche. À la nuit, la lune se leva et brilla dans le ciel. Ils se couchèrent alors parmi d'odorants poissenteurs et dormirent profondément jusqu'au matin, tous sauf l'épouvantail et le bûcheron. Le lendemain, le soleil était caché derrière un nuage. Pourtant, ils repartirent comme s'ils étaient sûrs de leur chemin. « Si nous allons assez loin, dit Dorothée, nous finirons bien par arriver quelque part, il me semble. » Mais les jours s'écoulaient et ils ne voyaient devant eux que des prés et des prés de poissenteurs. L'épouvantail commença à ronchonner. « Nous avons certainement perdu notre route, dit-il. Et si nous la retrouvons pas à temps, pour rejoindre la cité d'Émeraude, je n'obtiendrai jamais ma cervelle. »« Ni moi, mon cœur, renchérit le bûcheron. Je bout d'impatience d'arriver chez Oz, et vous devez reconnaître que ce voyage n'en finit pas. Voyez-vous, pleurnicha le lion poltron, je n'ai pas le courage d'errer à l'aveuglette, sans jamais arriver nulle part. Alors Dorothée sentit son courage l'abandonner. Elle s'assit dans l'herbe et regarda ses compagnons. Ils s'assirent et la regardèrent. Et pour la première fois de sa vie, Toto se sentit trop fatigué pour chasser le papillon qui voltait au-dessus de sa tête. Il haletait, la langue pendante, et regardait Dorothée comme pour lui demander ce qu'on allait faire. « Et si nous appelions les souris des champs » suggéra-t-elle. « Elles nous indiqueraient certainement la route vers la cité d'Émeraude. »« Mais bien sûr !» s'écria l'épouvantail. « Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ?» Dorothée saisit le petit sifflet qu'elle portait à son cou, depuis que la reine des souris le lui avait donné, et siffla. Un trottinement de petites pattes ne tarda pas à se faire entendre. Des centaines de souris grises accouraient. Parmi elles se trouvait la reine en personne, qui demanda de sa voix flûtée. « Que puis-je faire pour vous, mes amis ?»« Nous avons perdu notre chemin, dit Dorothée. Pouvez-vous nous dire où se trouve la cité d'Émeraude ?»« Sans doute, répondit la reine, mais c'est très loin d'ici, car vous n'avez cessé de lui tourner le dos. C'est alors qu'elle remarqua la coiffe d'or de Dorothée. Pourquoi ne recourez-vous pas à la formule magique de la coiffe ? Vous pourriez appeler les singes zélés, ils vous transporteraient jusqu'à la cité d'Oz en moins d'1 heure. Une formule magique ? S'étonna Dorothée. Je ne savais pas que la coiffe en avait une. Quelle est-elle ? C'est écrit à l'intérieur, répondit la reine. Mais si vous décidez d'appeler les singes zélés, il vaut mieux que nous fuyions avant leur arrivée, car ils sont pleins de malice et adorent nous tourmenter. Mais ils vont peut-être me faire du mal, s'inquiéta la petite fille. Oh non, ils doivent obéir à celui ou celle qui porte la coiffe. Adieu ! Et la reine décampa lestement, suivie de toutes les souris. Dorothée regarda à l'intérieur de la coiffe et vit quelques mots écrits sur la doublure. Voilà la formule, se dit-elle. Et elle lut attentivement les instructions, puis mit la coiffe sur sa tête. Épée, pépé, paquet, prononça-t-elle en levant le pied droit. Mais que dites-vous là ? Demanda l'épouvantail sans comprendre. Illo, hollo, hello, continua Dorothée en levant le pied gauche. Hello, répondit placidement le bûcheron. Zizu, zuzi, zik, dit Dorothée, campée sur ses 2 pieds. Les paroles magiques à peine achevées, ils entendirent des caquetages mêlés à des claquements d'ailes. La troupe des singes zélés volait droit vers eux. Le roi s'inclina devant la fillette. « Que désirez-vous » demanda-t-il. « Nous aimerions aller à la cité d'Émeraude, dit l'enfant. Nous nous sommes égarés. »« Nous allons vous y porter, répondit le roi. Aussitôt, 2 singes prirent Dorothée dans leurs bras et s'envolèrent avec elle. D'autres saisirent l'épouvantail, le bûcheron et le lion, tandis qu'un petit singe les suivait, serrant Toto dans ses bras, malgré les efforts du chien pour le mordre. L'éventail et le bûcheron n'étaient pas tellement rassurés. Ils se souvenaient de la façon peu aimable dont les singes zélés les avaient traités autrefois. Mais quand ils comprirent qu'on ne leur voulait aucun mal, ils s'abandonnèrent à leur guide et s'amusèrent à regarder les jolis prés et les bois qui défilaient, loin au-dessous d'eux. Dorothée trouvait le voyage agréable, confortablement assise entre 2 des plus grands singes, dont l'un était le roi lui-même.
Ils avaient formé une chaise de leurs mains jointes et prenaient garde de ne pas trop secouer la fillette. « Pourquoi avez-vous obéi à la formule magique de la coiffe ?» demanda celle-ci. « C'est une longue histoire, » répondit le roi en riant. « Mais puisque nous avons du temps devant nous, je peux vous la raconter pendant le voyage, si toutefois vous le désirez. »« Cela me ferait plaisir, » répondit l'enfant. « Jadis, commença le roi, nous étions un peuple libre et vivions heureux dans la grande forêt, volant d'arbre en arbre, mangeant des noix et des fruits, n'obéissant qu'à notre plaisir sans avoir à servir de maître. Certains d'entre nous étaient peut-être trop pleins de malice parfois. Ils tiraient par la queue les animaux privés d'ailes, pourchassaient les oiseaux, bombardaient de noix la tête des promeneurs de la forêt. Mais nous vivions sans souci, heureux, aimant à rire et jouissant de chaque heure du jour. Cela se passait il y a très longtemps, bien avant qu'Oz ne descendît des nuages pour gouverner cette contrée. À l'époque, vivait dans la région du Nord une belle princesse, qui était aussi une des très puissantes magiciennes. Tout son pouvoir lui servait à aider les gens, et jamais on ne la vit nuire à quelqu'un de bon. Elle s'appelait Gaïolette, et habitait un somptueux palais, construit dans des blocs de rubis. Chacun l'aimait, mais grande était sa tristesse de ne trouver personne à aimer en retour, car tous les hommes étaient ou trop bêtes, ou trop laids, pour mériter la main d'une aussi belle et sage personne. Toutefois, elle finit par découvrir un garçon beau et viril, et d'une sagesse au-dessus de son âge. Gaïolette décida d'attendre qu'il soit tout à fait homme pour l'épouser. Elle l'amena dans son palais de rubis et employa tous ses pouvoirs magiques à le rendre aussi fort, bon et aimable qu'une femme put le souhaiter. Parvenue à l'âge de raison, Kelala, c'était son nom, jouissait de la réputation de l'homme le meilleur et le plus intelligent de tout le pays. Et sa beauté mâle était telle que Gaïolette, le chérissant de plus en plus tendrement, hâta les préparatifs du mariage. Mon grand-père était alors le roi des singes ailés et vivait dans la forêt voisine du palais de Gaïolette. C'était un joyeux drill, qui aurait plutôt manqué un bon repas qu'une bonne farce. Un jour, juste avant les noces, mon grand-père, qui volait en compagnie de sa troupe, aperçut Kelala se promenant au bord de la rivière, vêtu d'un riche costume de soie rose et de velours pourpre. Mon aïeul voulut le remettre à l'épreuve. À son commandement, les singes allèrent cueillir Kelala, l'emportèrent au-dessus de la rivière et de là-haut le laissèrent tomber au beau milieu des flots. « Nage, nage, mon bel ami !» lui criait mon grand-père, « et regarde bien si l'eau n'a pas taché tes habits !» Kelala était beaucoup trop sage pour ne pas savoir nager, et sa bonne fortune n'avait nullement gâté son caractère. Il émergea de l'eau et nagea en riant vers la berge. Mais Gaïolette accourait. Elle vit le beau costume de soie et de velours tout abîmé par la mésaventure. La princesse était fort courroucée, et bien sûr connaissait le coupable. Elle fit comparaître tous les singes ailés devant elle, et ordonna qu'on leur attache les ailes. Ils seraient traités comme ils avaient traité Kelala, et jetés dans la rivière. Mon grand-père plaida sa cause, le désespoir au cœur, sachant trop bien qu'avec leurs ailes liées, les singes se noieraient dans la rivière. Kelala lui-même intervint en leur faveur, si bien que Gaïolette finit par les épargner, mais à une condition cependant. Désormais, les singes ailés devraient obéir 3 fois aux ordres que leur donnerait le propriétaire de la coiffe d'or. Cette coiffe avait été fabriquée tout exprès comme cadeau de mariage pour Kelala, et l'on prétendait qu'elle avait coûté à la princesse la moitié de son royaume. Naturellement, mon grand-père et ses compagnons acceptèrent sur-le-champ la fameuse condition. C'est ainsi que nous sommes devenus les serviteurs de quiconque possède la coiffe d'or, et devons nous soumettre 3 fois à ses ordres. « Et qu'advint-il ensuite ?» demanda Dorothée, que cette histoire intéressait vivement. Kelala, étant le premier possesseur de la coiffe, il fut le premier à nous apposer ses volontés. Comme sa jeune fiancée ne pouvait supporter notre vue, après son mariage, il nous réunit dans la forêt et nous ordonna de nous tenir toujours hors du chemin de la princesse. Et nous obéîmes, contents, car il nous faisait peur. C'est le seul ordre que nous eûmes à exécuter jusqu'à ce que la coiffe d'or vînt à tomber aux mains de la méchante sorcière de l'Ouest. Celle-ci nous força à asservir les Wankies, puis à chasser Oz lui-même du pays de l'Ouest. À présent, la coiffe vous appartient, et vous avez le droit de formuler 3 vœux. Comme le roi des singes achevait son histoire, Dorothée regarda en bas et aperçut les remparts verts et scintillants de la cité d'Émeraude. Elle avait beau s'émerveiller du vol rapide des singes, elle était néanmoins contente que le voyage fût terminé.
Les étranges créatures déposèrent doucement les voyageurs devant la porte de la cité. Le roi s'inclina très bas devant Dorothée et s'envola légèrement, suivi de sa troupe ailée. « Nous avons fait un bon voyage, dit la petite fille. « Oui, approuva le lion. Cela nous a promptement tirés d'embarras. Quelle chance vous ayez emporté cette coiffe merveilleuse.